mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam ndax mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci sur votre émission Objection que reçoit ce dimanche Thierno Thioune. Il est le directeur du CREA. Le CREA, c'est le Centre de recherche économique appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Thioune, bonjour et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est un plaisir, Bayoumar, d'être présent à votre studio emblématique de Sud FM. Merci beaucoup. Alors, on va parler du budget 2025. Le budget est en train d'être examiné par les députés de la 15e législature. Il sera question dans cette émission de la portée de ce budget. Le modèle économique proposé est-il viable au regard des objectifs sociaux? Nous parlons également du budget programme en rapport avec les directives de l'UMOA, de l'Union économique monétaire ouest-africaine, mais également en finir avec les perspectives, le rapporter avec la stratégie nationale de développement. Alors, Thierno Thioune, d'abord, le budget, qu'est-ce que c'est? Alors, Bayoumar, le budget en soi est un document prévisionnel qui dresse, selon une vision politique aujourd'hui adossée à l'agenda national Sénégal 2050, qui veut mettre en place un Sénégal souverain, prospère et juste. Alors, et dans cet objectif, en tout cas, ce budget prévisionnel doit en tout cas mettre de manière claire les objectifs assignés à ce programme, notamment dans le cadre en tout cas, des prévisions de recettes, mais également de dépenses. Donc en soi, pour être simple et simpliste, c'est qu'un budget n'est rien d'autre que des prévisions en recettes et dépenses de l'État du Sénégal dans le cadre de l'exercice annuel, en tout cas de ses objectifs de développement. Il est question de loi finance initiale, loi de finances rectificative. Dans quel cadre nous sommes présentement? Alors, vous savez, les deux documents que vous avez cités, c'est ce qu'on appelle le projet de loi des finances, qui inclut la loi des finances initiales, c'est comme ça qu'on l'appelle, loi des finances initiales et loi des finances rectificatives. Alors, pour chacun des cas, c'est que pour la loi des finances initiales, c'est véritablement l'initiative du gouvernement, cette initiative prise par le gouvernement, alors de présenter à l'Assemblée nationale les axes et les objectifs chiffrés dans le cadre en tout cas, d'un budget ou d'un tableau budgétaire. Et pour le cas spécifique des lois de finances rectificatives, c'est lorsque le budget initial a peut-être en tout cas a commencé dans son exécution, soit exécuté, après 3 mois ou 6 mois, on procède à des rectificatifs, des réajustements, des réaménagements, mais compte tenu des principes budgétaires régis que nous connaissons. Aujourd'hui, le calendrier est un peu chamboulé au regard justement de l'agenda politique. C'est un budget qui est en train d'être voté à pas de charge. Aujourd'hui, oui, Thierno Thioune, on a lu le document initial. Le document initial fait état d'un taux de croissance, déjà pour rester dans le cadrage, d'un taux de croissance de 8,8 avec une inflation à 1,9%. Les recettes, 3 620 sont portées à 4 795 milliards. Les dépenses, 6 395 milliards. Comment rationaliser ces dépenses? De ce dont il sera question. Mais d'abord, arrêtons-nous sur les recettes. De 3 620, les recettes sont portées à 4 795 milliards. Là, il y a une nette progression. Qu'est-ce qu'il explique? Alors, ce qu'il explique est très simple. Alors, c'est un budget que je ne pourrais pas qualifier de matrage
matraquage fiscal, d'autant plus que vous l'avez dit, il y a une augmentation des recettes fiscales. Donc il y a plus d'impôts. Maintenant, est-ce qu'il y aura plus d'économies? C'est la grande question. C'est pourquoi, quand on interroge les chiffres, aujourd'hui, les recettes attendues ont été augmentées de 2024 à 2025, atteignant aujourd'hui 4 795 milliards. Ça veut dire aujourd'hui, il y a un effort, comme l'a mentionné le Premier ministre lors de son, en tout cas de sa rencontre d'explication sur les statistiques du pays, qu'aujourd'hui, il faut de l'effort national, c'est-à-dire un sursaut national pour à la fois l'administration fiscale, dans le cadre de sa stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, d'aller vers ce qu'on appelle une révolution fiscale qui permettra aujourd'hui à l'État d'avoir ces niveaux de ressources. Ça, c'est un fait. Un second fait, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi lier l'augmentation de ces recettes qui vont atteindre quand même, en tout cas des niveaux exceptionnels, records. 4 700 milliards n'a jamais été, en tout cas, pu mobiliser dans les pays. Il faut cette révolution fiscale qui doit être adossée sur une politique d'élargissement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'assiette fiscale, mais il faut faire attention parce que c'est un couteau à double tranchant. Vous savez que la structure économique sénégalaise est une structure macrocéphalique informelle, où l'informalité, pour l'essentiel, est pourvoyeur d'emplois, mais ne contribue pas assez. Il faut faire attention pour que cette pression fiscale qui atteint aujourd'hui 19 quelques % soit maîtrisée pour ne pas également tuer. Certainement aller chercher une bonne poche dans ce secteur informel. D'autant plus qu'au-delà même du secteur informel, il y a ce qu'on appelle le potentiel fiscal qui est estimé à plus de 26%. Aujourd'hui, l'ANSD a pu recenser plus de 500 000 unités de production dans le pays, alors que moins de 100 000 existent dans les registres de l'administration fiscale. Donc ça, c'est un premier point. Donc il faut aller voir ou piocher dans les 400 000 autres unités de production pour pouvoir augmenter ces niveaux de recettes. Dans un pays qui n'a pas le réflexe fiscal. Alors ce sera une panoplie de mesures. Aujourd'hui, il est clair que dans tous les pays qui ont des niveaux de recours, en tout cas de mobilisation de recettes, à un moment donné, au-delà du civisme fiscal, il y a véritablement une sensibilisation, en tout cas au consentement à payer l'impôt, l'éducation fiscale, la sensibilisation pour permettre aujourd'hui, mais au-delà de ça, il faut également, au-delà du civisme fiscal, qu'il y ait ce qu'on appelle cette pédagogie par l'exemple qui fait que lorsque les ressources sont mobilisées, que le citoyen qui a cette propension élevée à payer l'impôt puisse sentir véritablement les répercussions de ces ressources en termes, en tout cas, d'un niveau de qualité de service public beaucoup plus élevé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, si nous prenons le cas de la France, qui est la référence la plus, en tout cas, aboutie, aujourd'hui, malgré que la France ait recours à un certain niveau d'endettement, ne cesse d'être un pays où la pression fiscale, où le matraquage fiscal est réel. Donc, tous les Français, quel que soit leur niveau, participent à l'effort de mobilisation des ressources fiscales. Aujourd'hui, je crois que c'est un des paris que ces nouvelles autorités se sont donnés en mettant l'accent de leur politique, du discours politique, sur l'endogénéisation, en tout cas, des ressources. Maintenant, c'est véritablement un défi énorme, compte tenu de nos rapports culturels et cultuels de l'impôt. Donc, il est important, sur ce plan-là, de voir qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est un défi majeur, compte tenu des enjeux énormes, parce que aussi l'impôt est relié à l'activité économique. Il faut que l'activité économique soit dense, prospère, pour que l'État puisse avoir des ressources qui sont générées à partir des impôts tirés de ces activités économiques. Ce qui requiert beaucoup de pédagogie en la matière. En tout cas, moins de bâtons, plus de pédagogie, peut-être plus de carottes, pour permettre, en tout cas, comme on l'a vu récemment, de ne pas mettre beaucoup plus de pression, notamment sur les administrations de presse, pour leur
demander de payer plus. Je Encore- crois qu'il faut élargir encore que l'assiette. le contexte est très difficile sur le plan Très difficile économique. sur le plan économique au niveau national, dicté par le contexte géopolitique international. On a aujourd'hui l'arrivée de Trump qui va accentuer le protectionnisme américain avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, le repli de certains pays compte tenu de la rareté et de la dépendance au secteur énergétique, fait qu'aujourd'hui, même si avec le programme américain de ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act qui permet en tout cas de rendre les États-Unis ou les autres pays partenaires moins vulnérables, va continuer de peser sur les pays comme les nôtres qui sont De plus en plus en repli. Et qui sont au bout de la chaîne, il faut le Et dire. qui se déclarent souverains. Souverains On y et en reviendra faillite en au plus. cours de cette émission pour justement aller en profondeur, c'est-à-dire à partir justement des recettes parlées, maintenant des dépenses qui se chiffrent à 6 395 milliards. Comment rationaliser ces dépenses? Alors, rationaliser les dépenses nécessite véritablement un effort. Un effort pour la plupart des secteurs qu'on va citer. L'État ne compte pas augmenter les impôts, mais compte élargir la base dans le cadre des programmes, en tout cas, qui sont mis en place par l'administration fiscale. Ça, c'est un fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on voit que plus de ménages participent à l'effort national. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, c'est au niveau de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire il faut que plus d'entreprises payent encore davantage. Donc, ça, c'est un deuxième fait. Maintenant, il faut que l'État, en tout cas, diminue ses dépenses au niveau central. Premièrement, il faut que l'effort soit un effort collectif pour permettre un réveil collectif citoyen. Aujourd'hui, on a chiffré, par exemple, 6 347 milliards de recettes, de dépenses plutôt, qui sont réparties en dépenses de biens et services, en investissement, en dépenses de personnel à plus de 1430 quelques milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 1430 quelques milliards sont répartis pour 170 000 fonctionnaires. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, c'est un paradoxe. Et ce qui fait que le Sénégal étant une économie sous-smicardisée, c'est-à-dire où peu de citoyens touchent le SMIC, ou ceux qui travaillent même sont en dessous du SMIC, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est assez paradoxe, assez impensé qu'un niveau de dépenses en matière, en tout cas de masse salariale de ce niveau, soit quand même... La masse salariale est énorme. Je crois que, et ça appelle cette sempiternelle question de la réforme de l'administration publique. Aujourd'hui, l'administration publique de développement, l'administration publique moderne, ne nécessite pas ces niveaux de masse. Oui, on y reviendra dans le chapitre des réformes avec les innovations majeures qui sont attendues. Alors, toujours dans le cadrage, nous constatons un déficit budgétaire de l'ordre de 7,1 sur un objectif de 3% en 2027. C'est ça. Oui. Mais à terme, il y a des objectifs intermédiaires. Oui. Par exemple, pour la prochaine année, le gouvernement va revenir de 2025-26 à un déficit de 4,4%. Vous savez, on va quitter 7,7% pour 4,4%. Ça veut dire 3,3 points de déficit qu'il faut résorber. 3,3 points. C'est énorme en termes d'efforts à faire. Parce que en une année, je crois qu'aujourd'hui, il faut également qu'on ne se trompe pas et qu'on évite certains amalgames. Il faut être précis et clair sur certains points. Vous savez, moi, j'aurais opté pour une résorption du déficit au pas de, en fait, pas au forcing. 3,3%, pour moi, c'est assez, c'est une surestimation en termes d'objectifs. J'aurais préféré peut-être à l'état actuel de notre économie, compte tenu des soubresauts, des chocs que nous continuons de vivre et qui continuent de se répercuter, que moins qu'on s'attaque au déficit, mais plus à générer des ressources. Parce que moi, je suis partisan, en tout cas, je suis un keynésien accompli qui veut qu'on creuse les déficits. Tous les pays à floraison
montrent que les pays qui se sont développés, il y a une corrélation positive entre niveau de développement et niveau élevé de déficit. Parce qu'en réalité, les déficits sont financés par l'endettement, mais de la bonne dette, une dette concessionnelle qui nous permet aujourd'hui de pouvoir atteindre des niveaux de revenus, en tout cas par habitant, qu'on veut atteindre. Elle pose problème, notre dette. C'est-à-dire le niveau d'endettement actuel du Sénégal pose problème. Vous dites être un keynésien, mais comment, de ce point de vue, contourner justement cet endettement qui plombe même notre croissance? Alors c'est que parce qu'on a eu, dans le passé, de mauvaises dettes, il faut le dire. Aujourd'hui, les ratios, et le reconnaître, le ratio, les parts de la dette contractée en monnaie locale sont très faibles. Alors il nous faut un nouveau modèle d'endettement, adossé sur une dette où la part inversée la tendance, où on va accorder une part plus importante, plus de la moitié de la dette qu'on nous contracte en monnaie locale pour éviter les pertes de change. Parce qu'aujourd'hui, ce qui grève en réalité l'endettement, c'est que c'est en général ces dettes que nous contractons en monnaie étrangère, en devise et qui nous reviennent plus cher. D'autant plus que... C'est la nature de notre monnaie? Oui, c'est en partie, mais rien ne nous empêche de contracter en monnaie locale. Peut-être il y a une perspective, piste de réflexion qui a été entreprise et un engagement du gouvernement d'aller vers les diaspora bonds. J'espère que c'est une initiative qui va payer. Parce que ce qu'il faut savoir, il est très difficile de réorienter le transfert des migrants qui sont en général orientés vers des dépenses de consommation, vers l'investissement de l'État. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut à la fois diversifier les axes de partenariat. Ne pas seulement se tourner vers les partenaires classiques, aller vers le Moyen-Orient où il y a des taux concessionnels qui nous permettent aujourd'hui d'emprunter dans nos monnaies locales. Mais cela, pourvu qu'on se ressaisisse également sur certaines statistiques et aussi sur le fait de donner un climat de confiance et de ne pas apeurer les marchés dans le discours politique surtout. Alors, pour faire comprendre à nos auditeurs que toutes les actions du projet pour l'année 2025 sont portées par 10 dotations et 129 programmes budgétaires, dont 11 pour les comptes spéciaux du Trésor répartis entre les 25 ministères et les 7 institutions. Là, c'est à peu près équilibré, non? Équilibré dans la lettre. Maintenant, dans la pratique, il faut savoir que c'est une directive du communautaire de l'UEMOA de demander à ces pays membres d'aller vers des budgets programmes pour avoir un meilleur ciblage des objectifs de développement dans le cadre de la mise en place des lois de finances. Parce que c'est ça qui est important. Parce qu'en général, les budgets programmes, c'est des objectifs spécifiques. Vous l'avez dit. 10 initiatives, 129 programmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de notre loi de finances, les objectifs finaux sont identifiés et les ressources à mobiliser aussi identifiées. Et à terme, dans le cadre des lois de finances de règlement, sur lesquelles on parle peu, qui sont importants, qui sont affinés. Mais pourquoi on parle peu de ces lois je crois qu'aujourd'hui, tout cette tollé qu'on donne aux lois de finances initiales ou rectificatives, on l'aurait orienté dans les lois de finances de règlement pour voir également, en tout cas, mettre en place des indicateurs de performance budgétaire dans l'exécution du budget N. Ce qui aurait pu véritablement nous décliner la vision claire des nouvelles autorités. Mais sur le plan économique, non seulement la vision claire, mais également l'impact réel que fait le budget sur, en tout cas, les programmes de développement du gouvernement. Et ça permettra souvent de réajuster et de réaménager un peu, en tout cas, les axes prioritaires de développement. Vous parliez tout à l'heure de directives en conformité avec justement les standards communautaires. Aujourd'hui, 90 milliards en 2025 comme réserve de précaution. Oui, on est assez prudent, non? Et c'est très important. Et je suis très satisfait sur ce point-là, parce que pour moi, c'est un des éléments les plus importants du budget.
Vous savez, on a vécu les chocs pandémiques. On a vécu la crise énergétique qui a découlé de la crise de la guerre russo-ukrainienne. Un enrichissement des prix des matières premières. Et même du débordement du fleuve. Tout à fait. Quelque part, des chocs climatiques. On a vécu récemment les événements à Podor, à Touba. Donc, c'est des types de péréquations et des types, en tout cas, de fonds qui nous permettront aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir être beaucoup plus résilients lorsque ces chocs exogènes subites se déclarent à nos économies qui sont en balbutiement et qui sont toujours en construction. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection, qui reçoit Thierno Thioune, le directeur du CREA, du Centre de recherche économique appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, du cadrage, nous parlons maintenant des mesures phares inscrites sur le PLF. Je veux parler du projet de loi de finances. Alors, en matière de maîtrise, parlons de l'endettement. Aujourd'hui, débat sur notre endettement. L'ambition des nouvelles autorités repose sur une gestion active et optimisée de la dette publique en application de la stratégie de dette à moyen terme, visant notamment à obtenir des maturités longues et un service de la dette adéquat. Ça, c'est réaliste, non? Très réaliste, très possible. D'autant plus qu'il ne faut pas que l'on fasse d'amalgame sur certains aspects de la dette qui souvent rattrapent certains de nos gouvernants ou de nos experts. Vous savez, l'encours de la dette n'a rien à voir avec le service de la dette, ni avec la solvabilité du pays et sa viabilité. Il parle de maturité. Cette maturité est dans le contexte aujourd'hui de ce qu'on appelle la solvabilité de la dette. Parce qu'avec des maturités longues... Et elle compte les autorités poursuivre justement cet endettement. Tout à fait. À court terme. À court terme. Oui. Parce que quand on a des maturités... pas de marge. Parce que quand on a... Tout à fait, les marges de manœuvre sont faibles. Oui. Parce que quand on a des maturités longues, quand on parvient à négocier des maturités longues, ça permet... Avec un taux d'intérêt encore élevé. Constaté, mais qui font qu'aujourd'hui, si on négocie avec des modèles d'endettement qui nous permettent d'avoir des maturités plus ou moins longues, c'est qu'on aura à la fois des périodes de congé d'endettement qui nous permettront de générer des ressources, d'essouffler et de pouvoir payer avec beaucoup plus de liberté. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est ça le paradoxe. Nous avons des maturités courtes avec des niveaux d'intérêt assez élevés. Et c'est ce qu'il faut casser, parce que dans les pays qui ont une bonne notation, c'est à la fois des maturités longues et des niveaux d'endettement, avec des taux d'intérêt plus faibles. C'est ce qu'on n'arrive pas à réussir. Maintenant, l'État du Sénégal a mis en place un document qu'il dénomme stratégie de gestion de la dette à moyen et long terme. Cela inclut une prise en charge de la question de la dette en réorientant le modèle d'endettement sur une capacité du pays à faire face, parce qu'on l'a vécu récemment avec quelques tensions de trésorerie, à faire face à ces engagements pour ne pas être encore exposé à des défauts de paiement. Mais ça va dénoter sur la nature, la qualité de la note du Sénégal. Pourquoi continue-t-elle, je veux parler des nouvelles autorités, à recourir à cet endettement? Pourquoi? Mais à ce rythme-là, j'allais dire qu'on n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui... Ils ont été victimes d'une gestion précédente, ou expliquez-nous, vous qui êtes économiste. Oui, en partie. Vous savez, l'État est une continuité. Oui. Alors, l'engagement des autorités précédentes est une continuité, doit être, en tout cas, continué par les nouvelles autorités. C'est indéniable, parce que c'est la qualité ou la signature du Sénégal qui est engagée. Quand on hérite d'un pays, on hérite l'actif et le passif. Et aujourd'hui, dans ce passif, il y a ce niveau d'endettement qu'il faut interroger. Vous savez la réalité des chiffres. Des chiffres. Oui. L'endettement, et aujourd'hui, on a, par exemple, sur 4 ans,
le Sénégal va payer 18 500 milliards. À raison de presque 4 500 milliards par an. C'est en partie l'ensemble de nos recettes pratiquement cumulées oui, qui passent à la trappe pour payer le niveau d'endettement. Donc il faut une stratégie de reprofilage, en tout cas de ce modèle d'endettement qui va permettre au Sénégal à la fois maintenant d'aller sur le marché avec non seulement des taux d'intérêt plus bas, mais avec des maturités beaucoup plus longues. Et pour ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord assainir les finances publiques. Oui. Et l'assainissement des finances publiques, avec une maîtrise des dépenses publiques, risque de prendre au minimum 2 ans. Mais tout à fait, c'est ce qu'il faut dire. Donc c'est pourquoi je dis, il faut réajuster le discours politique. Le Sénégal, aujourd'hui, comme l'a annoncé nos nouvelles autorités, comme ils l'ont dit, est un pays en ruine. Un pays en ruine ne peut pas payer le luxe d'allier des dépenses budgétaires ou extra-budgétaires aussi importantes et vouloir véritablement aller sur le marché et penser à avoir des niveaux d'endettement avec des taux d'intérêt faibles. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que en tout cas, le premier chantier, c'est l'assainissement des finances publiques. De revaloriser le compte public, d'assainir le compte public pour aller véritablement, d'ici 2 ans, sur le marché avec des taux beaucoup plus concessionnels pour attaquer les objectifs de développement. Lorsqu'il est question d'assainir les finances publiques, à partir de ce moment, qu'en est-il pour l'investissement? Certainement, il y aura beaucoup de problèmes pour investir. Oui, si vous avez vu le budget, c'est presque un peu plus de 1000 milliards qui est consacré à l'investissement. Très faible, dans un budget de près de plus de 6 000 quelques milliards. On aurait pu aller vers 2 000, 3 000 milliards. Mais ça nécessite une rationalisation des dépenses publiques. Mais ça veut dire, quand vous regardez également la répartition des dépenses au niveau justement du palais, il y a quand même le même taux. Pratiquement, la diminution, elle n'est pas énorme. Oui, en tout cas, aujourd'hui, le budget du palais de la République est pratiquement le même que le budget précédent. Au niveau du budget de la primature également. Oui. Et un peu le budget de l'Assemblée nationale a augmenté. Alors que, en tout cas, le discours politique est qu'aujourd'hui, c'est ce qui a motivé d'ailleurs la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais c'est 7 milliards au total. Pas moins 11 milliards ou 7 milliards environ. Alors que les 3 institutions qu'on vient de citer cumulées font plus de... Le palais, la primature... font pratiquement 100 et l'Assemblée nationale 130 milliards. 130 milliards. Au-delà, d'autres rationalisations sont envisageables. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez tout ce qui est en termes de bureaucratie, en tout cas de dépenses bureaucratiques, à travers les véhicules, le parc automobile, les dotations de voyage, en tout cas au niveau même des ministères, rationaliser les agences. Moi, j'attendais, par exemple, lorsque les autorités arrivent, qu'aujourd'hui, par exemple, que ce soit les agences, les démembrements de l'État, une bonne restructuration de l'administration publique, recentrée sur les idéaux, en tout cas politiques et citoyens, pour amoindrir la charge de l'État sur les dépenses publiques. Je m'attendais à cet exercice. Également, deuxième exercice que j'attendais, c'est qu'on attend les ressources du pétrole et du gaz. D'ailleurs, l'État du Sénégal envisage de faire une relecture des contrats. Mais on peut aller plus loin. Pour l'instant, les contrats en exécution, il faut que l'État du Sénégal, en tout cas dans une ambition d'être beaucoup plus, en tout cas audacieuse, aller vers même mettre ces contrats ou bien ces agences qui gèrent au niveau des bourses, c'est-à-dire
Il faut que, par exemple, les grandes sociétés nationales soient placées en bourse. On n'a qu'une société en bourse. Mais ça également, on a la pas LONASE cette peut être culture, placée en bourse. C'est des ressources qu'on peut soulever. Les grandes sociétés que sont les grandes agences que sont par exemple la Caisse de dépôt et de consignation doivent migrer vers les marchés financiers. Il ne faut plus être dans cette gestion classique des moyens de l'État. Il faut qu'on apprenne. C'est très réducteur. Très réducteur. Oui. Ce sont de grandes entités étatiques, entités financières, que ce soit la LONASE, la Caisse des dépôts et des consignations. Il faut que les gens mettent en place des politiques. Soit coté en bourse. Soit coté en bourse. Et Quel faire est de Dakar. Quel est l'intérêt? Mais parce qu'il faut faire de Dakar un hub financier. Dakar n'a pas une place financière. Il faut faire de Dakar une place boursière. Le Maroc l'a réussi. Beaucoup de pays qu'on peut citer en exemple l'ont réussi. Le Sénégal reste encore très... On a une société comme Valda qui est cotée en bourse. Oui, pour ne pas justement... Mais parce que peut-être... Oui. Mais qui reste encore très... En tout cas, faible. Mais les sociétés qui détiennent aujourd'hui des ressources importantes doivent être les sociétés comme les cimenteries du Sénégal, où l'État a des parts importantes. Quelques banques de la place. Il faut qu'on apprenne en tout cas, financiariser nos sociétés étatiques. Mais il faut quand même que ces sociétés se sentent sécurisées derrière par l'État. Oui, maintenant, il y a les leviers. Au-delà du pouvoir politique, il y a des leviers, des instruments financiers qui sont là. Il faut que d'abord l'État puisse avoir. Moi, j'aurais été, en tout cas, Premier ministre ou Président de la République, je mettrais en place une grande banque d'État où je vais regrouper l'ensemble des parts que l'État détient dans les établissements financiers bancaires en une grande banque qui permet aujourd'hui d'être le bras financier de l'État, qui va accompagner l'État lorsque l'État va aller sur le marché financier pour que cette banque puisse donner le signal parfois. C'est ce qui nous manque. Alors, et qui fait que l'État est... Et la vision de l'État du Sénégal est claire, qui reste concentrée sur ses priorités de développement portées par des perspectives économiques solides avec une croissance attendue de 8,8 en 2025 grâce notamment à la montée en puissance des secteurs pétroliers et gaziers. Tout à fait, mais moi j'aurais pu être beaucoup plus ambitieux. Ah oui? On est à l'ère du pétrole et du gaz. Nous avons de nouvelles autorités qui ont l'adhésion populaire. Il faut que aujourd'hui, en 2025, le Sénégal devrait être dans les croissances à 2 chiffres. Plus de 10%. Nous en avons. C'était l'objectif au départ. Oui. Nous en avons. Mais entre-temps, on a vu qu'on a travaillé sur un tableau qui ne reflétait pas la réalité économique. Oui. Ça également. Mais tout compte fait, nous avons des potentiels qui sont là. Le Sénégal regorge de potentialités économiques et financières énormes. Vous remettez en cause le modèle économique qui peut être, en rapport avec les objectifs sociaux. Mais qui peut être challengé, qui peut être réajusté, qui peut en réalité, même la loi des finances pour lesquelles, en tout cas, porte notre sujet aujourd'hui, est perfectible. En tout cas, cette loi est perfectible. Plus d'audace nous aurait permis alors d'atteindre des budgets records de 8 000 milliards sans pour autant tripoter les chiffres, aller creuser les déficits pour enfin avoir des ressources. Parce que les marges de manœuvre de l'État, en tout cas limitées à la mobilisation des ressources internes, ne prospéreront pas. Parce qu'aujourd'hui, à la limite, ce sera l'essoufflement des entités économiques qui vont subir cette pression fiscale. C'est ça le risque. Alors que le marché financier est très liquide. Il faut un discours politique qui va apaiser les marchés, faire rebondir le Sénégal dans la notation et regagner la confiance des bailleurs. Et enfin, diversifier les axes de partenariat. Seraient-ils réticents, les bailleurs, inquiets, réticents? En tout cas, le discours politique peut les apeurer, peut les rendre moins optimistes. Mais il faut. L'État, c'est la confiance. La confiance régit les rapports économiques, micro comme macro. Alors aujourd'hui, je crois que l'État du Sénégal, malgré
que l'État, en tout cas le gouvernement ou le pays a vécu des difficultés, je crois qu'il y a des possibilités d'ouverture qui permettront, parce que le Sénégal c'est un grand pays sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire. Le Sénégal a de grandes ambitions d'être au-delà de son rang de deuxième dans l'espace UEMOA, d'être un des moteurs, les locomotives de l'Afrique de l'Ouest. En perspective de tout cela, je crois que les ambitions peuvent être rehaussées, aller très vite vers, en tout cas, parce qu'il faut le rappeler, l'ambition du Sénégal en 2050, moi, me paraît un peu même dans cette temporalité assez longue. On aurait pu mettre des ambitions d'ici 2040, c'est 15 ans. Pour moi, les 15 ans, parce qu'on a fait 64 ans depuis les indépendances. Et depuis 64 ans, nous n'avons pu améliorer nos revenus par tête que de 4 fois. Alors que beaucoup de pays l'ont fait en 15 ans de plus de 25 fois. Donc, d'ici 2050... Quels sont les goulots d'étranglement? Mais les goulots d'étranglement, c'est d'abord une administration publique pas très performante. Une gestion, en tout cas, de la dette qui n'a pas été prospère et qui n'a pas impacté véritablement les projets qui devraient générer des emplois. Également, il faut le dire, une non-maîtrise véritablement de nos ressources, de nos recettes fiscales. Alors, oui, Thierno Thioune, directeur du CREA, aujourd'hui, nous parlons des réformes à entreprendre. Des réformes, c'est-à-dire les priorités du projet de loi de finances. Sur quoi axer justement ces réformes? La souveraineté. Pour retenir quoi? La souveraineté, elle est aujourd'hui, c'est vrai, une question actuelle. Parce que lorsque les crises ou les difficultés économiques se présentent, mais tous les pays se referment. Donc, avoir une souveraineté, et quand on parle de souveraineté, c'est pas en tout cas un vain mot. C'est dans tous les plans. Oui, sur le plan énergétique. Sur le plan énergétique, par exemple, aujourd'hui. C'est la grande question. Et aujourd'hui, lorsque la crise russo-ukrainienne s'est déclarée, c'était la première crise. Une souveraineté économique, ça veut dire quoi? Se reposer sur nos capacités internes. Mais vous savez que 54% de nos recettes d'exportation passent à la trappe pour payer les importations d'énergie, parce que nous vivons avec de l'énergie produite à partir du pétrole. Les autres veulent aller vers le mix énergétique avec le programme, en tout cas d'électrification universelle, d'accès universel à l'électricité. Mais il faut très rapidement aller vers les ressources renouvelables, notamment le gaz, parce que le Sénégal est un pays gazier maintenant. Mais ça, ce n'est plus le discours, c'est dans les actions quotidiennes de l'État. Deuxième élément, à partir de la souveraineté énergétique. Parce que là, l'énergie est ce secteur qui irrigue toutes les panoplies d'activités économiques et sociales. Si nous arrivons à maîtriser les coûts d'énergie, avoir des prix compétitifs, mais véritablement l'industrialisation va être beaucoup plus simple. Deuxième élément de souveraineté, c'est la souveraineté agricole qui passe par la souveraineté alimentaire. Mais vous savez, aujourd'hui, nous payons 700 milliards tous les ans en termes de devises pour importer des produits céréaliers. Du blé, du riz. C'est énorme, 700 milliards. Parce qu'aujourd'hui, nous chiffrons le déficit commercial à plus de 4 000 milliards. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les 4 000 milliards qu'on va retrouver dans les recettes, pratiquement, est constitué ça peut s'assimiler au déficit commercial. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, il est très clair que le modèle économique sur lequel le Sénégal a vécu depuis 64 ans n'est plus viable, n'est plus prospère. Mais avant justement de conclure, parlons également de l'employabilité des jeunes pour une économie juste, équitable, mais également la répartition territoriale également à ce niveau. Oui, à ce niveau, il y a encore à faire. Tout à fait. Oui. Tellement de choses à faire parce que au-delà, parce que les gens parlent de question d'emploi des jeunes, mais vous l'avez très bien dit, c'est d'abord l'employabilité.
Et vraiment, les atouts sont là. Vous savez, toujours j'aime bien prendre la France comme référence parce qu'au moins c'est un modèle qui a réussi jusqu'ici. Parce que là-bas, au-delà des études universitaires, il y a ce qu'on appelle les études technologiques universitaires, des écoles de métiers, des DUT qui font de la maçonnerie, de la boulangerie, de la menuiserie, qui sont avec la réforme salariale, la réforme du marché du travail, qui leur permettent d'avoir des coûts de travail ou des salaires unitaires de travail qui dépassent même le SMIC, qui les revalorisent et qui n'ont rien à envier au cadre de banque. Si on arrive à mettre ce modèle-là au Sénégal, avec une formation, parce qu'on ne peut plus... On aurait pu éviter la migration irrégulière. Clandestine. Oui. Les jeunes qui prennent les pirogues, parce qu'en réalité, ils ne sont pas bien formés. Il n'y a pas de secteur d'absorption. Absolument. La convention état employeur doit être réformée. Nous avons aujourd'hui un taux de chômage des jeunes exacerbé. Plus de 25% des chômeurs sont des jeunes. C'est énorme. Parce qu'ils ne sont pas bien formés. Parce qu'il n'y a pas d'école de métier dans des métiers qualifiés. Aujourd'hui, en France, un boulanger plutôt, un menuisier, un soudeur n'a rien à envier à un cadre de banque. Parce que la réforme salariale a été de mise, mais également une revalorisation de ces métiers a été pratiquée. Donc, au chapitre des réformes, toujours. Tout à fait. Vous avez parlé de l'administration, notamment au niveau institutionnel, mais aussi au niveau de la gouvernance également. La question de la corruption. Oui. C'est une des gangrènes de notre administration. Un grand défi. Un grand défi. Oui. Le Sénégal a un arsenal de corps de contrôle qui fait que si on applique la législation, si on est plus regardant sur les questions de passation de marché, de l'exécution de ces marchés, en tout cas, on fera un bon qualitatif sur la qualité des services publics rendus. Ce qu'on n'arrive toujours pas, parce qu'encore nous sommes gangrénés par la petite et la grande corruption. Il faut le dire. En tout cas, des coûts énormes sont payés. Parce que là, la reddition des comptes est une exigence, un impératif. Citoyenne. Oui. Une exigence citoyenne, mais une exigence politique. Parce que les nouvelles autorités sont attendues sur ce plan-là. En tout cas, pas de chasse aux sorcières, mais reddition des comptes. Il faut que les citoyens, parce que ça se fait dans les pays développés, en Allemagne, il y a un contrôle citoyen du budget, un monitoring du budget. Mais justement, il nous faut qu'on arrive à ces niveaux, à ces proportions d'exigence. La conclusion allait être servie pour ça quand même, pour un contrôle citoyen. Comment le citoyen, justement, participe au contrôle du budget pour lequel il a été voté par l'Assemblée nationale. On y reviendra à la fin de l'émission, mais toujours au chapitre des réformes. On a parlé de la gouvernance, on a parlé des institutions, de la refondation des institutions. C'est le mot. Il y a de Acemoglu jusqu'aux derniers institutionnalistes, il y a une forte corrélation entre développement et institutions fortes. Je pense, le premier chantier de nos nouvelles autorités, c'est un parfait équilibre, une gestion saine, transparente au niveau de nos institutions. Et cela doit déboucher par la modernisation de l'administration. Une administration où aujourd'hui il y a une transparence, avec l'utilisation des nouvelles technologies, de la communication, une numérisation, une digitalisation qui fait qu'aujourd'hui, l'usager du service public, le contribuable, n'a pas de contact direct avec l'administrateur du service public. Ça diminue la corruption, ça tue la concussion et ça permet d'avoir un niveau de service de qualité du service public beaucoup plus élevé. En matière de contrôle, il est question d'examiner un budget par la 15e législature, par l'Assemblée nationale. Quelle est la part de l'Assemblée nationale dans le contrôle de ce budget? Mais c'est tout le rôle de l'Assemblée nationale de contrôler l'action du gouvernement, en amont comme en aval. Mais dans le cas d'espèce du budget,
Vous savez, il y a de une l'évaluer, étape. de contrôler. Tout à fait. Il y a une étape. Et dans ces étapes, depuis la présentation et l'adoption du budget de la loi de finances au niveau du Conseil des ministres, transmis au président de l'Assemblée nationale, discuté en commission, présenté par le rapporteur général et discuté en plénière et voté et adopté et dans sa promulgation, un aspect est important, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est que l'Assemblée nationale également, lorsque le budget est exécuté, doit revenir pour regarder ce qu'on appelle la loi de règlement, pour voir les manquements dans l'exécution du budget. Mais en général, il y a des retards qui sont souvent, en tout cas, notés dans la publication de ces lois de règlement pour voir un peu les performances qui ont été obtenues dans le cadre de l'exécution des budgets. Alors oui, toujours dans ce chapitre des réformes, oui, les objectifs sociaux aujourd'hui. Vous êtes dans un pays, la majorité de la population est issue de familles démunies. Dans le cadre de la répartition équitable, par l'équité aussi, comment assurer une bonne distribution du budget aujourd'hui? Vous savez, une des fonctions de nos États, c'est la redistribution. Et je vais même aller plus loin, équitable. Vous savez, on est 1,2 million de pauvres au Sénégal. En 2050, si rien n'est fait, on sera 2,7 millions. Ça veut dire qu'il y a plus de 34% de taux de pauvreté dans ce pays. Donc, le coût de l'inaction sera beaucoup plus important. C'est-à-dire les efforts que nous ferons aujourd'hui, nous devons les faire doublement. Et dans les instruments qu'on utilise pour ces efforts, il y a ce qu'on appelle le budget genre, le budget dans la réduction des inégalités. Parce que normalement, on doit, d'ici 2040-2050, vivre dans un pays où la croissance économique et le développement ne laissera personne au bord de la route. Mais Baye Oumar, vous le notez avec moi, qu'aujourd'hui, beaucoup de minorités sont exclues, n'ont pas accès à certains services sociaux de base. Si vous entrez à l'intérieur du pays, dans certains villages les plus reculés, jusqu'à maintenant, l'accès à ce qu'on appelle aux biens primaires sociaux n'est pas encore une réalité. Certains n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité, à des routes, à des services de santé de qualité. Donc, dans le cadre de l'exécution ou de cette loi de finances, comme je l'ai dit, j'allais être beaucoup plus... Il y a une réorientation, en tout cas des postes budgétaires qui devraient aller vers ces couches vulnérables dans le cadre des filets sociaux, mais des filets sociaux avec des ciblages. Parce qu'aussi, il faut le dire, parce que certaines actions, souvent dans le cadre de l'élection budgétaire, sont réorientées dans d'autres secteurs. Alors qu'il faut faire le ciblage, mettre en place, d'ailleurs j'ai dit, il faut être beaucoup plus audacieux. Il faut mettre en place des numéros d'identification de sécurité sociale. Il est temps. Le Sénégal ne peut plus, en tout cas, manager la pauvreté de manière avec un pilotage à vie. Il faut que les Sénégalais soient habitués. Chaque Sénégalais puisse avoir un numéro de sécurité sociale. Vous vous présentez devant une mairie, on tape votre numéro de sécurité sociale, on a toutes les informations sur votre profil de pauvreté ou votre profil, en tout cas, votre dépendance ou vos difficultés. Mais, deuxième élément, il faut qu'on renforce davantage la question de la couverture de maladies universelles. Aujourd'hui, je crois que ça devrait être un b.a.-ba pour un pays comme les nôtres, qu'on n'ait pas accès à une couverture maladie universelle. C'est le deuxième chantier. Dans le cadre également, en tout cas, d'une équité dans l'exécution de ces budgétaires, il faut que tous les fils du Sénégal et filles du Sénégal puissent aller à l'école. Le niveau d'analphabétisme, c'est 52%. Baye Oumar, on est en 2025. On a fait 64 années d'indépendance. C'est terrible qu'on soit à 54% de taux d'alphabétisme.
c'est extraordinaire. Il faut également que les jeunes Sénégalais qui aspirent à un emploi décent puissent être formés. La formation professionnelle est encore dérisoire. Il faut réformer la formation professionnelle. Il faut valoriser les années d'acquis d'expérience. Les mécaniciens qui sont dans les garages de mécanique, il faut les valoriser. Il faut les recenser. Les ateliers de menuiserie, les ateliers de tailleur. Ça passe par là, cette volonté d'aller vers l'assainissement fiscal. Une population vieillissante récupère justement ces jeunes au détriment de nos pays. Alors que ils ont des expériences, formation sur le tas qu'il faut valoriser par ce qu'on appelle une valorisation par les acquis d'expérience. Alors, qu'il faut diplômer, qu'il faut former et qu'il est formé pour qu'ils puissent présenter des dossiers bancables au niveau des institutions accompagnés par les instruments financiers de l'État. FONGIS, FONZIP, DER, l'ADPME, l'agence 3FPT. Je crois qu'il est important aujourd'hui que des réformes systémiques, pas des réformes parcellaires, ni des mesurettes, ni des réformettes, soient entreprises si on veut, d'ici 15 ans, changer la face du pays. Un mot sur le budget programme, parce que c'est une des directives également de l'UEMOA et que certainement sera un point nodal sur l'état de notre économie par rapport à la sous-région. Est-ce que le Sénégal respecte bien le budget programme en rapport avec les directives de l'UEMOA? Je vais vous dire très sincèrement, si je devais conseiller les nouvelles autorités, on arrêterait les budgets annuels. On se serait migré vers des budgets triannuels pour véritablement être en phase avec nos référentiels de développement. Ça nous permettra de ne pas manquer les cibles et d'être au rendez-vous lorsqu'on fera les comptes. Parce que vous vous rappelez, Bayoumar, Senghor avait dit qu'en 2020, Dakar serait comme Paris. Parce que Senghor avait mis en place un plan de développement. On se rappelle du plan Sakhloum sous Abdou Diouf, rattrapé par les politiques d'ajustement structurel. À la fin, que nenni. On se rappelle de la stratégie de réduction de la pauvreté sous Abdoulaye Wade. On a connu le plan Sénégal émergent. Un excellent plan, à mon sens, qu'il fallait réajuster pour aller très vite vers l'émergence. On connaît ce plan, qui me semble aussi un plan Vision 2020, Sénégal 2050. J'ai juste un petit problème sur la temporalité. Moi, je l'aurais mis 2040. Parce que le Sénégal a des acquis aussi, il faut le dire. Je crois qu'il suffit de 15 ans. Beaucoup de pays l'ont réussi. Les 4 dragons, les 5 tigres asiatiques. Ils ont pu asseoir des leaderships dans des secteurs clés pour attirer davantage d'investissements directs étrangers. C'est pourquoi moi, je suis contre l'endogénéisation. Il faut de l'ouverture pour capter les ressources. Parce qu'aujourd'hui, les capitaux n'ont plus de nationalité. Les capitaux vont vers là où ils trouvent un environnement d'affaires beaucoup plus attractif et compétitif. Et aujourd'hui, tous les pays, le Japon est à 300% de taux d'endettement. La France est à 112%. Le Portugal à 117%. Le Canada à 102%. Nous, on est moins de 70% et on crie 75%. Il faut creuser, il faut réformer les statuts au niveau communautaire. Il faut creuser les déficits. C'est vrai qu'on parle de points de convergence pour que les pays soient convergents pour pouvoir être dans une zone monétaire. Et le Sénégal est un modèle. Oui, dans le respect de ces points directifs de convergence. Mais il faut une réforme au niveau communautaire. Je crois que les pays ont besoin également de ces ressources, de ces capitaux qui gravitent autour du monde pour qu'on se développe. Et puis, mettre en place des projets communautaires, des projets de chemins à grand écartement qui vont quitter Dakar
pour aller au Mali, passer par la Mauritanie, aller au Ghana, aller au Niger. Voilà ces grands projets qui vont avoir des externalités positives sur nos concitoyens. Le budget est en train justement d'être examiné par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quelle est la part du citoyen? On a parlé du citoyen comme acteur principal pour arriver à contrôler même ce budget. Quelle est sa part? Alors, sa part en tout cas, est dévolue à la représentation nationale au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous savez tous, Baye Omar, que nos modes de désignation devraient être interrogés. C'est la première, dans les réformes dont on citait, ça fait partie des réformes pour la représentation du citoyen au niveau de l'hémicycle. On l'a interrogé, le scrutin proportionnel et majoritaire. Est-ce équitable? Est-ce que ce modèle n'a pas fait ses limites? Est-ce que tous les citoyens se sentent véritablement représentés à l'Assemblée nationale? Est-ce que toutes les voix sont portées? Est-ce qu'aujourd'hui, certaines institutions où la rigueur scientifique, par exemple le Sénat, aujourd'hui le débat en France, le budget est passé au Sénat, scruté par des scientifiques, des économistes, qui permettent à l'État d'avoir les véritables, en tout cas, enseignements pour pouvoir porter l'enjeu budgétaire, n'est pas le cas dans nos pays. C'est l'exécutif, à travers les ministères dédiés et les démembrements de l'État qui mettent en place des budgets et automatiquement envoyés à l'Assemblée nationale. Pour adoption. Est-ce que les experts, est-ce que le Sénégal ne regorge pas d'experts qui peuvent challenger le budget, qui peuvent le questionner, donner des orientations pour atteindre ta préoccupation sur la question de l'équité, pour que, par exemple, les dépenses de personnel soient revues, pour que les dépenses de l'État, pour que les dépenses budgétaires, pour que les dépenses publiques soient réorientées, ne sont pas en général des exercices qui sont souvent faits. Et quelle en est la finalité? La finalité est qu'aujourd'hui, à mon sens, ça entre dans le cadre de ces réformes qu'il faut apporter dans la gestion de nos institutions. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal a dépassé ce stade où, malgré qu'il y a une volonté populaire de confier à l'exécutif également les moyens de sa politique dans le cadre législatif, on va voir ce que ça va donner d'ici un an. Et quel est le sens de la DPG, de la déclaration de politique générale, qui va suivre certainement l'adoption du budget par l'Assemblée? Alors, si je devais donner ma position, c'est que moi, j'aurais préféré que la DPG précède le projet de loi de finances. Parce que c'est la DPG qui donne la grande vision, le cadrage. Mais si on finit le marathon budgétaire où tous les ministères ont présenté leur budget, même si dans le cadre de la loi de finances initiale, il y a un exposé des motifs, bon, l'exercice ne me paraît pas aussi intéressant que si c'était fait avant. Parce que j'aurais préféré un Premier ministre au niveau de l'hémicycle qui présente la vision dans ses actions, la vision concrète et les déclinaisons matérialisées par les différents ministères. C'est ça qui, à mon sens, aurait été beaucoup plus, en tout cas, appréciable. Maintenant, on verra d'ici le 27 décembre. C'est la date annoncée pour la DPG. Peut-être que des initiatives ou en tout cas des innovations majeures sont attendues dans le cadre de cette DGP. Nous verrons ce que ça donnera. Thierno Thioune, merci. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. On aura d'autres occasions pour aller encore une fois en profondeur et pourquoi pas évaluer ce budget à court, moyen et long terme. Pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes le directeur du CREA, du Centre de recherche économique appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci encore une fois.
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Vous avez raison, restez-y. Cette fois-ci dans le cadre de Dianobi avec El Hadj Malick Ndiaye et son invité Moussa Taye de Taxawu Sénégal. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé